il y a toutes ces stations balnéaires, en fait, Saint-Cyprien et Argelès. Bah, tout ça, c'était des camps au départ pour les républicains espagnols, et puis ensuite on y a interné en fait aussi tous ces ressortissants des pays de l'Axe et qu'on a mis à partir de 1939, de la déclaration de guerre, on a interné là-bas. Félix Nussbaum vivant en Belgique, comme disait tout à l'heure Didier, en fait la Belgique était un pays neutre, mais au moment où les forces nazies attaquent la Belgique, ben, en Belgique ils arrêtent les Allemands, dont Félix Nussbaum, et ils les donnent aux Français pour qu'ils les internent dans ces camps. En fait. Voilà. Et c'est aussi mon rapport, c'est vrai que c'est ce rapport qu'il y a entre mon père et cet univers aussi avec lequel j'ai grandi. Quoi. Oui, donc le comité de défense des Juifs va contacter Jean Doisy pour lui demander de recruter quelqu'un qu'on va envoyer à Auschwitz pour vérifier si c'est un camp de mise à mort ou un camp de travail quasiment de vacances comme le prétendaient les Allemands. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on savait à cette époque d'Auschwitz, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, qu'on ne peut pas vérifier, et donc Jean Doisy va envoyer un sociologue qu'il recrute à Auschwitz pour aller vérifier quelle est la réalité de ce camp. Et ce sociologue, qui va être arrêté 2 fois sur le chemin, va produire un rapport qui est ici, qui conclut que c'est bien un camp de mise à mort et qui donc va être diffusé auprès du comité de défense des Juifs et du gouvernement belge à partir de 1943. Et à partir de là, ça va accélérer le sauvetage et plus de 3000 enfants juifs en Belgique vont être planqués un peu partout dans ces institutions catholiques et pas seulement, grâce notamment donc à Brigitte, à Madame Brigitte, qui est la mère du marionnettiste, et donc au réseau de Jean Doisy. Vous l'aurez compris, vous êtes ici dans un musée qui est un musée départemental, qui est musée propriété d'une institution, dont le fonctionnement et le financement est assuré par le conseil départemental. Pourtant, ce musée il est déjà le fruit d'un partenariat en soi. Il a été créé en 1974 par des résistants, des fils de déportés, des fils et filles de déportés. Et un jour, une volonté, celle d'une institution, le conseil départemental a croisé cette volonté citoyenne et ce musée est devenu dès lors le musée départemental de la résistance et de la déportation. Ce musée il a beaucoup évolué au fil de l'histoire et j'ai presque envie de dire que son fonctionnement s'est accru au fil d'un retour vers une histoire qu'on croyait disparue. Parce que votre ouvrage était l'espoir malgré tout, donc de cette période. Puis il y a eu une période où l'espoir était tout, celle de la sortie de la guerre. Et progressivement, on a l'impression que l'histoire se répète et qu'on pourrait, si nous n'y prenions pas garde, revenir à cette période où on serait de nouveau dans l'espoir malgré tout. Et plus la République est fragilisée, plus elle est attaquée, plus elle est testée, plus la volonté du conseil départemental est de faire vivre cette République et ses valeurs. Et le rôle d'une institution comme la nôtre est de faire de ces valeurs une réalité dans le quotidien de chacune et de chacun. Nous le faisons à travers nos politiques départementales, mais nous le faisons aussi à travers tous les outils que nous mettons à la disposition des citoyens pour participer à l'émancipation des individus. Et à travers ce rôle de préservation de l'histoire, de transmission des mémoires qui est celui du musée départemental de la résistance et de la déportation, nous souhaitons mettre à disposition des citoyens un des outils de leur émancipation. Mais la volonté qui est la nôtre est que l'activité de ce musée, le fait de franchir ses portes, ne soit pas réservé qu'à un public initié. Et pour qu'il ne soit pas réservé qu'à un public initié, il faut élargir les publics. Pour élargir les publics, on a choisi plusieurs axes de travail. Le premier, c'est le travail sur le bâti, puisque c'est un musée que nous avons rénové tout récemment. Le deuxième axe, c'est un travail autour de l'amélioration
qualitative, si je puis dire, de nos expositions, et ce travail d'avoir une exigence toujours plus forte en termes de contenu pour ce musée, nous le menons en menant des partenariats avec des institutions. C'est le cas avec le Mémorial de la Shoah, avec qui nous avons l'habitude de travailler, à la fois au musée, à la fois dans les dynamiques auprès des scolaires, qui ont un véritable travail, un véritable engagement, et c'est ce partenariat-là qui permet, sur cette exposition, mais pas que celui-là, d'arriver à ce niveau d'exigence que nous souhaitons pour ce musée. C'est le partenariat que nous avons aujourd'hui avec le commissaire de l'exposition, avec Émile Bravo. Le fait que vous soyez présent, ça donne une dimension particulière à ce lancement. Si, je le dis, ça donne une dimension particulière à ce lancement, et on vous remercie pour votre présence, parce que c'est aussi notre volonté que de donner plus de visibilité à ce musée, et donc plus de visibilité à cette exposition en laquelle nous croyons beaucoup. Et puis dans cette idée d'élargir les publics, il y a cette idée aussi d'élargir les publics à celles et ceux qui ne sont pas initiés, c'est ce que je disais, et je crois que l'outil de la bande dessinée, au-delà du fait qu'ils permettent de visualiser, de donner en image ce qu'était le quotidien de celles et ceux qui ont été touchés par les malheurs du régime totalitariste, elle permet aussi d'attirer à nous des publics différents, des publics qui peut-être ne connaissaient Spirou et Fantasio que par leur plaisir, leurs aventures, souvent gaies, joyeuses, et finalement vous contribuez à les humaniser, vous contribuez à démontrer que il y a des dangers dans l'histoire dont il faut se rappeler, dont il faut prendre conscience, et qu'il faut toujours avoir en mémoire ces dangers-là pour pouvoir faire en sorte qu'ils ne se reproduisent pas, parce que, et on le voit bien, et j'en termine par là, ce que vous décrivez dans votre ouvrage, c'est le quotidien en Belgique, et pourtant, le quotidien que nous décrivons, que nous avons ici dans les collections de ce musée, eh bien c'est le même. C'est le malheur, c'est le malheur qui arrive à celles et ceux qui sont victimes des totalitarismes, des dictatures, et donc le parallèle, il a été finalement malheureusement très facile à construire, parce que ce qu'ont connu les populations françaises, c'est ce qu'ont connu les populations belges, et c'est ce que connaissent toutes celles et ceux qui vivent sous le joug des régimes totalitaristes. Et donc je crois que ça permet aussi cette prise de conscience des populations de ce que l'humain est capable de pire dans l'histoire. Donc merci beaucoup pour votre présence, et à tous les partenaires ainsi qu'aux co-commissaires de l'exposition pour leur travail. Voilà les quelques mots que je voulais donner avant que soit mes collègues, soit vous me disiez quelques mots. Juste, Anne Boyer, je suis vice-présidente à la culture au conseil départemental. Alors je suis ravie de vous accueillir, je suis très fière d'être. Et je voulais vous dire que c'est vrai qu'au musée on essaie de développer plusieurs outils de transmission. Sur l'art contemporain, on a essayé voilà, de diversifier. Aujourd'hui, c'est la bande dessinée. Alors, la bande dessinée, ça fait un moment que c'est un vecteur de transmission. Il y a eu d'autres bandes dessinées, mais aujourd'hui, elle rentre dans les musées. Et je crois que ça, c'est la grande nouveauté. Et ensuite, que ce soit la Belgique, je crois que ce que nous vivons aujourd'hui en France depuis le 7 octobre, vous vivez la même chose. Enfin, pardon, parce que vous habitez Paris. Mais on vit exactement, j'y étais il y a 15 jours en Belgique, c'est exactement la même chose. Il y a le même climat, le même réveil de l'antisémitisme, et je pense que voilà, on est vraiment dans un parallélisme qui est parfait, malheureusement. Et la Hollande. Et la Hollande, bien sûr. Mais là, bon, oui, on le sait, oui, voilà. Et donc voilà, donc je voulais vous dire que c'est à ce niveau-là, bon voilà, je suis très contente. Et puis peut-être que elle tombe bien, c'est vrai qu'elle a été programmée avant, mais peut-être qu'aujourd'hui, nous avons encore plus besoin de ces nouveaux outils, et que nous sommes dans une période qui est tellement... qui nous fait flancher tous, on est tous un peu boiteux depuis quelque temps, on ne sait plus où on en est, et enfin on ne sait plus où on en est, on ne sait plus comment faire, on lutte depuis des années pour justement que ces valeurs restent, et puis là on est un peu, voilà, on est un peu déstabilisé, et je pense que voilà, par cette exposition, par ces outils-là, on va peut-être... L'espoir malgré tout. L'espoir malgré tout, voilà, exactement, non voilà, je vous laisse. Moi, je voudrais juste, du point de vue du musée, dans le prolongement de ce que vous avez dit, peut-être dire un très court mot sur un certain nombre d'objets que vous avez vus. Je pense notamment à ce dessin des enfants de serre, je pense aux photos des camps d'internement, de ces camps d'indésirables. En fait, nous aurions pour chacun de ces objets pu faire une exposition dédiée. La thématique était suffisante. Mais là encore, pour aller dans le sens
de faire plaisir à Émile pour qu'il revienne à Toulouse. L'objectif est celui-ci, et qui sait qu'une histoire se déroule peut-être à Toulouse ou à proximité, ça montre toute l'intelligence de ton travail et de ce que tu as voulu écrire, pas juste dessiner. C'est-à-dire qu'en plongeant dans la bande dessinée, on trouve à chaque fois ces éléments d'histoire. Et si nous, à Toulouse, nous avons pu trouver le gant retourné de sa proposition, les photos faites par Germaine Chomel, des réfugiés, on les voit partir dans la bande dessinée de Belgique, on les voit dans ces photos arriver, la question des indésirables, des camps d'internement, de la collaboration. Bref, ça a été pour nous une façon de valoriser encore différemment ce patrimoine fragile et fugace, ces témoignages de l'urgence que sont les objets du musée de la Résistance et de la déportation. Donc voilà, c'est un grand plaisir. Ouais, enfin, en fait, en résumé, moi j'ai fait une histoire, comme je vous le disais tout à l'heure. L'histoire, je me suis servi de ces deux personnages très populaires qui sont Spirou et Fantasio, plutôt que de faire une nouvelle aventure. C'est plutôt en fait parler d'une réalité, en fait, de la réalité qui a été en fait cette période. Et en fait, comme je vous disais, je me suis tellement plongé dedans que finalement ça a donné cette expo. Et moi, en fait, ma fierté, c'est si je peux appeler ça de la fierté, mais c'est vrai que je trouve ça hyper touchant que finalement ça donne lieu à une expo en fait sur toute la réalité qu'il y a derrière cette histoire en fait que j'ai racontée. Parce que finalement, je me suis basé que sur la réalité. Et c'est ça en fait, et au travers en fait de ces personnages, c'est là où on peut transmettre aux enfants. Et ça c'est très important, parce que moi mon idée c'est de transmettre aux plus jeunes, pour qui en fait cette époque semble être, comme pour nous, je sais pas, l'époque napoléonienne. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, moi je sais pas, juste après la sortie du dernier album, il y a eu ce qui c'est l'Ukraine. Et on a l'impression d'être rattrapé par l'histoire, quoi. Et c'est toujours la même chose, et c'est ça qui est assez terrifiant. Et on se dit on n'arrive pas à s'éduquer, quoi. Et si la bande dessinée peut permettre d'apporter une toute petite pierre à l'édifice, ça peut être bien, quoi. Et voilà, quoi. Peut-être un mot, si vous en êtes d'accord, Caroline, l'idée sur voir atterrir cette exposition à Toulouse. Oui, mais ça rebondit sur ce que vient de dire Émile Bravo. Nous, quand Didier nous a présenté le projet au départ au Mémorial, c'est la première question, c'est est-ce que une exposition sur Spirou au Mémorial de la Shoah, est-ce que ça fait sens, est-ce que c'est pas compliqué, est-ce que et en fait on a déjà, je pense que l'expo a montré qu'effectivement c'était tout à fait légitime, et on l'a travaillé, on l'a réfléchi pour aller justement vers le public famille. Et moi je suis ravie qu'on soit dans cette salle aussi ici, justement parce que la présentation dans nos murs à Paris a montré que la façon d'aborder le sujet, la façon dont tu l'as abordé dans la bande dessinée, la façon dont on a essayé de le faire dans l'exposition, on va vers les familles. Et alors, j'ai une double casquette, je suis en plus en charge des expositions itinérantes, donc forcément, quand on crée une exposition, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle puisse continuer, parce que quand on a fait une exposition, qu'on a passé, et que finalement 3 mois, et qu'il y a peu de gens, alors que là, l'idée, c'est vraiment à chaque fois, ça fait effectivement, vous l'avez rappelé, plusieurs partenariats qu'on a pu monter ici, notamment l'exposition sur Beat et Serge Klarsfeld. Mais l'idée, c'est que nos expositions, elles puissent s'adapter, elles puissent aller dans d'autres lieux, et elles puissent, et c'est vraiment comme ça qu'on l'a construit avec les équipes du musée, c'est qu'elle puisse trouver comme une seconde peau, qu'elle puisse trouver un angle ici pour pouvoir, par un angle local, toucher encore plus le public local, et ensuite élargir, remonter. C'est de cette manière-là
qu'on conçoit l'itinérance des expositions. Moi, je travaille vraiment quand on met une exposition dans un autre lieu, dans un autre pays. On l'avait quand on avait, puisque c'est une longue collaboration avec Didier et entre le mémorial, puisque c'est le commissaire de l'exposition sur la bande dessinée à la Shoah qu'on avait mis aussi en Belgique. Donc on avait adapté aussi avec la Belgique. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller avec les partenaires pour co-construire une exposition, et je crois que c'est intéressant aussi de voir sa propre exposition monter de manière différente, et donc voilà, je crois que c'est... Oui, et puis c'est vrai que cette histoire, au fond, le propre du travail d'Émile Bravo, c'est de faire passer le particulier à l'universel. Ce qui s'est passé en Belgique, comme vous l'avez justement souligné, se passe ici. Je pense que Toulouse est bien placée pour savoir que l'antisémitisme peut tuer, et que cette histoire-là n'est pas finie. Et vraiment, moi, ce qui m'a toujours séduit je n'hésite pas à dire que L'Espoir malgré tout est le livre le plus important sur la question de l'antisémitisme dans la bande dessinée depuis le Moz de Spiegelman. Parce que c'est ça l'intérêt de la bande dessinée, c'est qu'on peut faire passer non seulement un message, mais pas un message, c'est pas une thèse de 3e cycle, ce sont des situations, ce sont des émotions, et ce sont des émotions qui permettent de comprendre. C'est une démarche qui est importante parce que on est à un moment crucial, on est à un moment charnière, on est à un moment où les derniers témoins de cette histoire sont en train de disparaître tout doucement. Et donc la mémoire, aujourd'hui et demain, elle commence à être de plus en plus dans les mains des créateurs, des documentaristes, des historiens ou des gens qui se saisissent de cette histoire pour en faire passer substantifiquement la partie la plus émotionnelle. On n'est pas sur quelque chose d'abstrait, on est sur quelque chose de concret. Et là, cette bande dessinée va permettre de passer cette bascule inévitable de la disparition des témoins. Oui, alors c'est ça, c'est... L'idée, comme je vous disais tout à l'heure, c'est en fait, c'est vraiment se plonger dans cette époque et en fait, sympathiser avec des personnages. Et à la fin, s'apercevoir que ces personnages ont réellement existé et ils ont disparu. Et en fait, moi, comme je dis, souvent, c'est pas moi en tant qu'auteur qui ai fait disparaître ces auteurs, ces personnages, pardon. C'est notre monde en fait qui les a fait disparaître. Et c'est ça en fait, ça peut créer un petit choc en fait. Ça trouble vraiment quand à la fin de cette histoire on s'aperçoit que Félix Nussbaum et Felke Platek ont réellement existé et qu'ils sont morts à Auschwitz, quoi. Et c'est peut-être ça, mais du coup ça crée un petit trauma, un petit choc en fait chez le lecteur. Et c'est là où on se dit, ah bah, bon maintenant j'ai spoilé, vous le savez, hein, pour ceux qui ne l'avaient pas lu, mais c'est vrai que ça fonctionne comme ça en fait, ça a été fait pour ça.